Bonjour tout le monde, ici Marjorie Théodore au micro. Merci d'être avec nous sur les ondes de Canal M pour l'émission Vivement les femmes. Aujourd'hui, je traite d'un sujet qui empêche les femmes de vivre pleinement leur vie. C'est un vrai poison, c'est l'image corporelle. Ce serait 90% des femmes qui auraient une image corporelle fragile, donc on parle de 9 femmes sur 10. Il y a donc encore du chemin à faire pour que les femmes fassent la paix avec leur corps. Le corps, il est soit trop long, trop rond, trop maigre, disproportionné. Il est parfois normal. Alors, cette image de soi, l'organisme équilibre, nous aide à la recadrer pour favoriser notre mieux-être général. Alors, en table ronde, je reçois André-Anne Dufour-Bouchard, nutritionniste et chef de projet chez Équilibre, et la psychologue clinicienne Charlotte Gamache, récipiendaire du prix Équilibre grâce à sa plateforme Meilleur Jour. Bonjour André-Anne Dufour-Bouchard. Bonjour. Alors, bonjour Charlotte Gamache qui nous parle d'aussi loin que la France. Alors, merci d'être avec nous. On est en décalage horaire. Donc, bienvenue à toutes les deux à Vivement les femmes. Puis merci d'avoir accepté notre invitation pour parler de ce sujet-là qui est combien important pour les femmes, mais également pour les générations futures. Alors, pour faire la paix avec leur corps. Donc, je vais commencer avec André-Anne. Donc, vous êtes nutritionniste et chef de projet pour l'organisme Équilibre. Donc, j'aimerais ça dans un premier temps que vous nous parlez de cet organisme. Puis, je pense, est-ce qu'il a été créé il y a 30 ans, ça se peut? Mm-hmm. OK, parfait. Exactement. Donc, ça fait 30 ans que cet organisme-là existe. On est un organisme d'expertise québécois à but non lucratif sur l'image corporelle. Depuis les dernières années, on est beaucoup plus présent au niveau des réseaux sociaux, dans les médias, puis on essaie vraiment de sensibiliser le plus de champs possible, justement pour que les gens arrêtent de s'empêcher de vivre, comme vous disiez en introduction, par rapport à certains complexes qu'ils peuvent avoir avec leur corps. Donc, on est beaucoup dans des actions de sensibilisation pour la population en général, par les réseaux sociaux, par des campagnes de sensibilisation annuelles qu'on fait aussi et qu'on diffuse, entre autres aussi dans les médias. Mm-hmm. Et on forme beaucoup aussi tous les gens qui gravitent autour des individus. Donc, ça peut être autant des intervenants ou des éducateurs, éducatrices en petite enfance, des enseignants du niveau primaire, secondaire, des professionnels de la santé, des intervenants ou des enseignants en éducation physique. Donc, on essaie vraiment de sensibiliser à la fois tous les acteurs pour que le discours favorise le développement d'une image corporelle positive, mais aussi on essaie de sensibiliser à la source les hommes, les femmes, les adolescents, les jeunes, les parents même, pour essayer de faire en sorte que ça évolue finalement, cette pression-là qu'on se met et qu'on finisse par se sentir mieux dans notre peau et un peu moins se soucier finalement de notre poids ou que toute notre vie ne tourne pas autour du contrôle du poids ou de l'espèce de souhait d'aspirer à une silhouette qui finalement n'est pas très réaliste. Oui, puis quand même on parle d'il y a 30 ans, donc mais bon, on n'était pas encore dans ce tournant des médias sociaux, donc ça veut dire qu'il y avait déjà une grande préoccupation à ce moment-là, mais l'idée première, ça a été fondée par qui cet organisme? C'est par un groupe? Oui, en fait, ça a été à la base fondé par des professionnels de la santé qui se rendaient compte en intervenant avec une approche qui était plus traditionnelle et plus axée sur le poids il y a 30 ans, que ça aidait pas vraiment les femmes et qu'au contraire, ça faisait en sorte d'augmenter leur souffrance, d'augmenter leur culpabilité, que finalement, malgré toute leur bonne volonté, leurs efforts, ces femmes-là réussissaient pas à maigrir. Donc peut-être que finalement, d'avoir toujours l'objectif de perte de poids, c'était pas un bon objectif à atteindre, puis il y avait quelque chose qui empêchait finalement d'accéder à notre poids, mais que finalement, au-delà de ça, ça amenait aussi plein d'effets secondaires négatifs pour la santé physique ou la santé mentale. Oui. Donc, c'est beaucoup là que ces nutritionnistes-là se sont rassemblés pour essayer de penser à une façon alternative, finalement, d'aborder la question du poids et de remettre en question l'obligation de devoir maigrir. Donc, il y a un programme qui était à l'origine là, de l'organisme qui s'appelait « Choisir de maigrir » avec un point d'interrogation qui était très important parce que c'est un programme qui accompagnait les femmes pour se poser la question « Est-ce que je dois vraiment maigrir? Oui. Pourquoi je veux faire ça? Est-ce que c'est pour plaire à mon mari? Est-ce que c'est parce que je pense que je vais être plus heureuse? Est-ce que c'est pour un problème de santé? Et comment je dois m'y prendre? Est-ce que je vais prendre des moyens qui vont être très drastiques, qui vont me faire souffrir et qui finalement
pourront jamais être maintenues à long terme, Oui. ou je vais bien comprendre le fonctionnement de mon corps, je vais apprendre aussi à écouter les signaux de mon corps, mais pas juste à suivre des règles dans ma tête. Donc, c'était vraiment un long processus qui était un programme animé finalement par une nutritionniste et une psychologue. Donc, l'aspect nutrition et psychologie a toujours été très, très important. L'image corporelle, l'aspect très global de la santé pour équilibre. Et finalement, ça amenait les femmes à prendre finalement au bout de la ligne une décision, mais libre et éclairée, et finalement de peut-être essayer de perdre du poids, mais de la bonne manière. Finalement, après ça, le temps a évolué, on a fait de plus en plus d'actions, et je dirais que ce qui est très positif, c'est qu'on voit maintenant que, par exemple, les professionnels de la santé ont beaucoup endossé ce discours-là, et que c'est beaucoup le discours prédominant, même si le discours très, très axé sur le poids reste quand même présent, mais les mentalités ont beaucoup évolué autant au sein de la communauté de professionnels de la santé et même dans la population aussi, parce qu'on voit maintenant qu'il y a des campagnes qu'on faisait, par exemple, il y a 10 ans pour valoriser la diversité corporelle qui étaient beaucoup plus nouvelles ou qui faisaient plus sursauter certaines fois des gens. Et maintenant, on voit, par exemple, quand il y a des initiatives grossophobes ou des choses comme ça qui circulent sur les réseaux sociaux, c'est beaucoup plus dénoncé qu'avant. La diversité corporelle est beaucoup plus présente qu'avant. Il y a encore du chemin à faire, par contre, mais on voit vraiment une belle évolution. Donc, pour nous, ça, c'est très, très positif de voir à quel point la société emboîte le pas de plus en plus. Tout à fait. Charlotte Gamache, donc vous êtes psychologue clinicienne. Vous avez créé la plateforme Meilleur Jour, qui est un programme en ligne sur l'image corporelle. Cela vous a amené à recevoir le prix Équilibre, justement, pour une meilleure diversité corporelle. Donc, pourquoi autant de femmes sont insatisfaites de leur image corporelle? C'est une très, très grande question. C'est une question qui contient quelques mots, mais finalement, je pense que Andréane et moi, on se regarde et on sait qu'on pourrait écrire et en parler pendant des heures. Oui. Je pense que la réponse la plus simple, la plus évidente, la plus directe pour commencer, c'est parce que on incite et les femmes comprennent dès leur plus jeune âge que leur apparence physique est importante. Et la femme est valorisée à travers différentes qualités, mais parmi les principales qualités qui sont reconnues chez la femme, ça va être son apparence physique, sa beauté, sa féminité, son corps qui est délicat. Et c'est pas un concept ou une notion qui est récente. Ça fait des siècles que c'est le cas. Et ce qu'on observe, en tout cas moi, dans ma pratique, ce que j'observe, c'est qu'il y a aussi une énorme transmission intergénérationnelle du milieu familial à l'enfant, de la maman à l'enfant, où l'enfant comprend, très jeune, la petite fille, les petits garçons aussi, mais peut-être plus la petite fille, que son apparence physique est importante, que c'est une partie d'elle qui est importante, que c'est important de le soigner. Et quand elle sent que son environnement familial la critique, la rejette ou désapprouvant parce qu'elle s'éloigne de ce qui est attendu d'une belle petite fille, si elle n'est pas clé, par exemple, etc., c'est pas rare non plus qu'il y a des restrictions alimentaires ou des commentaires qui vont être désobligeants dès l'enfance. OK? Donc, déjà, faut vraiment tenir compte que la femme évolue dans un environnement qui, depuis l'enfance, l'incite à se préoccuper de son apparence physique. OK? Donc, le terreau est fragile. Et après, on pourrait parler des standards de beauté, on pourrait parler des messages grossophobes, on pourrait rajouter beaucoup, beaucoup de couches. Mais déjà, le terreau, il y a quelque chose de problématique ici. Nous poursuivons cette discussion passionnante avec Andréane Dufour-Bouchard, nutritionniste, et Charlotte Gamache, psychologue clinicienne. Donc, on est déjà dans le vif du sujet, puis il y a tellement, moi, des questions qui me bousculent et puis des choses que vous avez aussi envie de dire. Mais la question que je me pose maintenant, est-ce que cette insatisfaction de notre image corporelle, elle est typiquement féminine ou elle est aussi masculine? Alors, je vais avec vous, Charlotte? Oui, donc je peux me lancer. La réponse, c'est oui et non, dans la mesure où elle touche davantage de femmes et plus fortement les femmes, mais il y a personne vraiment qui est épargné par les insatisfactions corporelles parce que
tout genre et toute identité de genre va être confronté à des idéaux de beauté. OK? Ils vont être exprimés avec des intensités différentes. Ils vont être plus ou moins difficiles à atteindre selon la catégorie ou l'environnement, la communauté, mais tout le monde est concerné. Ce qui est Mhm. intéressant, c'est que il y a plusieurs études qui sont penchées sur la question et ce qu'on observe, c'est que être sexuellement attiré par les hommes est un facteur de risque. Donc, Mhm. ça veut dire que les femmes hétérosexuelles seraient en fait les personnes les plus vulnérables au niveau de l'image corporelle, et viendraient ensuite les hommes homosexuels. Puis le dénominateur commun serait que les hommes accordent plus d'importance à l'attirance sexuelle de leur partenaire. Donc, on comprend que pour leur plaire, Mhm. pour correspondre à leur goût, il y a une certaine pression là à surveiller sa ligne, à perdre du poids, Oui. etc., etc. Mhm. Voilà. Andréane, on parle de perte de poids, donc on parle de diète, de toute cette diète qu'on voit. Il y en a une qui sort presque, pas dire Mhm. au mois, tellement qu'il y en a au niveau des médias sociaux, on voit ça aussi. Donc, Équilibre, qu'est-ce qu'elle fait pour ça, au niveau de la culture des diètes? Quelles sont ses actions? Bien, on a une campagne qui s'appelle la Journée internationale sans diète, qui est le 6 mai, où on invite vraiment la population à prendre conscience de l'omniprésence de cette culture des diètes-là, Mhm. des règles qu'on peut suivre aussi et de l'impact finalement sur notre image corporelle, sur notre santé physique, sur notre santé mentale. Et dans le fond, la culture des diètes, quand on parlait tantôt des raisons de vivre de l'insatisfaction corporelle, Oui. la culture des diètes fait aussi partie des raisons parce que c'est tellement omniprésent, les règles, les régimes, quand on pense aux fameux P ou à toutes les calories Mhm. ou les règles, c'est toutes des espèces de réflexes qu'on a parce que depuis tellement longtemps, on a des messages restrictifs qui nous sont envoyés finalement par la culture des diètes. Oui. Donc ça aussi, le fait de se faire dire toujours que maigrir, c'est facile, qu'on Mhm. a juste à se prendre en main, et là je mets vraiment des gros guillemets à ça, ça c'est les messages que la culture des diètes nous envoie et ça laisse croire aux gens justement qu'on a juste à faire un petit effort ou que cette diète-là va être la bonne alors qu'on sait très bien que la majorité des gens vont reprendre le poids perdu après Oui. l'arrêt d'une diète. C'est très bien documenté dans la littérature scientifique. L'industrie des diètes aussi, c'est pas une industrie qui a à cœur notre bien-être ou notre santé, c'est une industrie qui a à cœur sa marge de profit. Donc Bien ça aussi, sûr. on a tendance peut-être des fois à pas s'en rendre compte ou à l'oublier, Mhm. mais dans le fond, cette industrie-là vend un produit qui est inefficace. On va jamais le remettre en question. Et moi, c'est ce que je trouve le plus déplorable, c'est que les Mhm. femmes qui vont réussir, qui vont pas réussir à perdre du poids ou qui vont reprendre le poids perdu, vont se blâmer elles-mêmes, puis vont dire hey, c'est moi qui ai manqué de volonté, alors que c'est tellement difficile de suivre des règles sévères Mhm. et c'est impossible de les suivre pour toute la vie, mais personne ne va remettre en question la diète. Donc, ça, je pense que c'est un message que j'aimerais beaucoup que les femmes retiennent et Oui. retransmettent aux autres générations, c'est que c'est la méthode qui fonctionne pas, c'est pas la volonté de la personne. Donc, Mhm. d'essayer de prendre conscience de ça, je pense que ça peut être un pas aussi pour se sortir de cette culture-là Oui. tranquillement. Et la culture de la culpabilité aussi, là, qui suit le fait qu'on n'a pas réussi une diète ou autre, là. Oui, absolument. Ouais. Puis quand on a des règles, on veut tellement bien faire, on veut tellement les suivre parce que on pense que ça peut améliorer notre santé ou que ça va nous rendre plus heureux ou qu'on a envie d'être valorisé par rapport à notre performance, que perdre du poids dans la société, c'est bien vu aussi, c'est Mhm. vu comme étant un facteur de réussite, de performance, on Oui, suit des règles, alors que c'est pas du tout le cas, mais dans le fond, cette idée-là, ben, ça amène aussi beaucoup de culpabilité quand on suit pas cette règle-là. bien On sûr. pense souvent qu'on peut prendre soin de notre santé, mais si, par exemple, on se met toujours à compter les calories, à être obsédé par ce qu'on mange, si on évite des soupers parce qu'on peut pas suivre les règles de notre diète, on va en déroger, ou qu'on se force à faire une activité qu'on déteste parce que là, on vient de manger un gâteau qu'on pense qu'on doit brûler, c'est tellement insidieux, mais aussi envahissant, que Mhm. tout ça, tu sais, c'est pas favorable à la santé sociale, à la santé mentale. Mhm. Et souvent, je pense que dans le monde de la culture des diètes, on a tendance à mettre au plus haut palier hiérarchique, je dirais, la santé physique, mais la Oui, santé, c'est pas juste physique, c'est très, très c'est global. très Donc, global. de se rappeler ça aussi. Mhm. Oui. Charlotte, qu'est-ce qui gêne le plus? Ah, vous allez dire quelque chose? Charlotte, Je oui, trouvais ça, allez-y. si ça dérange pas, oui, je trouvais ça Oui. super intéressant, ce qu'Audrey-Anne racontait, en fait, nous expliquait, j'aimerais compléter quand même, ou pas compléter, mais faire du pouce. Et puis, oui, il y a cette notion-là que notre poids, le poids qu'on a est entre nos mains, ou qu'on a un grand contrôle sur ce poids-là, elle est vraiment Mhm. dangereuse. Elle est dangereuse à l'échelle de cet individu qui se sent continuellement en échec, incapable. C'est lui. Si ça ne fonctionne pas, c'est de sa faute. Mais il y a aussi un autre niveau
Oui. de dangerosité qui va être vraiment au niveau sociétal. Mhm. Le fait qu'on attribue le poids d'une personne à son contrôle, ça ouvre la voie à la grossophobie. Ouais. On dit, ah ben, si telle personne ne correspond pas au standard, si telle personne fait de l'embonpoint, ben c'est de sa faute. Elle doit manger n'importe comment, elle doit se laisser aller, elle doit être paresseuse. Donc, on attribue Mhm. nécessairement à un manque de volonté de sa part. Donc, ça amène un jugement envers soi, mais c'est ouvre aussi la voie à un jugement qui est extrêmement toxique de la part d'autrui. Mhm. Voilà. Merci Charlotte pour ce complément d'information. Je m'adresse encore à vous pour au niveau, qu'est-ce qui gêne le plus les femmes dans leur image? C'est le poids, les signes du vieillissement, la morphologie. En fait, c'est quoi les composants de l'image corporelle? On n'est peut-être pas tous insatisfaits de tout, donc j'aimerais ça vous écouter là-dessus. Non, absolument pas. C'est très intéressant comme question, Marjorie, parce on a tendance à tout mettre, tout faire amalgamer. Quand on a un rapport compliqué à notre corps, ça devrait toujours avoir les mêmes couleurs. Alors que chaque image corporelle, chaque rapport au corps que l'on a va avoir ses couleurs, son caractère, ses forces et ses faiblesses. Et c'est vrai, tout le monde n'a pas les mêmes préoccupations corporelles, Mhm. mais la préoccupation vraiment la plus répandue va être celle du poids. OK. On n'est pas assez fine, on n'a pas la silhouette assez fine. Mhm. Et il y a un nouveau complexe qui vient aux nouvelles préoccupations corporelles qui est venu s'ajouter à la minceur, c'est le fait d'être fit, d'avoir une silhouette Oui. athlétique, musclée. Donc, il y a 15 ans, quand on était mince, c'était assez. Maintenant, il faut être mince et musclé. Mhm. Donc, c'est pas comme si on avait deux options puis on va choisir ce qui nous convenait. Il faut maintenant avoir les deux, ce qui est encore plus difficile à atteindre, évidemment. Ouais. Vous avez aussi bâti le programme En paix avec son corps. C'est en quoi consiste ce programme? Oui, en fait, le programme a tiré sa révérence dans les dernières semaines. Oui. Il va prendre la forme plutôt d'un abonnement, donc d'un membership qui va Mhm. commencer au mois de mars. Et ça consiste à vraiment aborder à chaque mois, pardon, un thème qui va être vraiment un obstacle Mhm. à une relation harmonieuse à son corps. Donc, par exemple, ça peut être le vieillissement, ça peut être le poids, les standards de beauté, les relations interpersonnelles, les commentaires de nos proches, parce que souvent, si on veut être jolie, c'est pour s'assurer d'être accepté de notre entourage, etc. Et donc, ça consiste en ça. Chaque mois, j'accompagne les participantes à se dresser Oui. et faire un pied nez à ces obstacles-là pour vraiment renouer avec cette partie merveilleuse d'elle-même qui est leur corps. Oui. Andréane, à la fin novembre, Équilibre a fait du bruit avec sa campagne Le poids sans commentaire qui invitait les gens justement à commenter différemment devant leur écran. Quelles ont été les retombées de cette campagne? Puis précédemment, on a eu aussi à parler de la journée sans diète, sans maquillage. Donc, c'est quoi l'objectif que vous voulez atteindre? Est-ce que c'est quantifiable lorsque vous faites ces campagnes? Oui, tout à fait. En fait, on a des nombres de retombées, de vues sur les réseaux sociaux, les partages, Mhm. le fait que les médias en parlent aussi, ça permet vraiment de rejoindre le plus grand nombre de gens possible et finalement de les aider à prendre conscience de ça. Les commentaires sur le poids, Charlotte vient juste d'en parler aussi, Oui. ça fait partie de souvent ce qui entretient cette insatisfaction corporelle-là aussi. Faut vraiment désapprendre parce que c'est tellement quelque chose qui est facile à voir. C'est la première chose qu'on voit d'une personne quand on la voit, mais c'est très, très dommageable les commentaires qu'on peut faire sur le poids et l'apparence physique, autant en personne que sur les réseaux sociaux. Là, la campagne portait vraiment sur l'angle de se poser la question avant de commenter le poids ou l'apparence de quelqu'un sur les réseaux sociaux parce qu'on dirait que en ligne ou en tout cas à distance à travers notre écran, c'est comme s'il y a une certaine distance justement qui s'installe et peut-être qu'on se permet plus de commentaires où on a moins la personne devant nous qui nous donne l'impression qu'on est peut-être en train de blesser quelqu'un directement alors que finalement, ça peut blesser la personne qui reçoit le commentaire, mais ça peut aussi influencer tous les gens qui vont voir ce commentaire-là qui est Bien public sûr. et finalement qui vont en souffrir aussi. Bien sûr. Mais je dirais que les commentaires en personne sont tout aussi nocifs et même, on parlait de la perte de poids, souvent les gens vont féliciter la perte de poids d'une personne parce qu'on sait que la personne a travaillé fort, mais ça, c'est un terrain très glissant, c'est dangereux aussi parce que même si on veut bien faire puis que l'intention est positive, ça peut renvoyer le message à la personne qu'avant, elle n'était pas correcte parce qu'elle avait un poids supérieur ou que si jamais elle reprenait le poids perdu, ben elle aurait moins de valeur. Donc, il faut vraiment aussi essayer de limiter les commentaires qui se veulent même des compliments là, Oui, et de prendre oui. conscience de ce réflexe-là qu'on a. Oui.
Nous poursuivons notre discussion sur l'image corporelle avec Andréane Dufour-Bouchard, nutritionniste, et Charlotte Gamache, psychologue clinicienne. Donc, ça m'amène à poser la question, Andréane, qu'est-ce qui détermine le poids d'une personne? Je suis contente que vous posiez cette question-là parce qu'encore là, on a tellement l'impression qu'on peut facilement contrôler notre poids, qu'on a juste à changer nos habitudes de vie. Mais en fait, notre poids est influencé par plusieurs facteurs sur lesquels on n'a absolument aucun contrôle. Donc, il faut prendre conscience de ça aussi. Entre autres, notre génétique, on n'a pas de contrôle là-dessus. Ça influence une grande partie de notre poids. Le sexe, l'âge, il y a plusieurs facteurs. La prise de certains médicaments qu'on n'a pas le choix de prendre pour notre santé, mais qui peuvent affecter notre poids aussi. La ménopause, c'est tous des éléments qui vont influencer notre poids. Souvent, on a un raccourci trop rapide entre le poids et la santé aussi. Le poids, c'est un des déterminants de la santé, mais c'est tellement pas le seul et on accorde une trop grande valeur au poids dans l'espèce d'équation, est-ce que je suis en santé ou non? Dans le fond, ce qui influence notre santé beaucoup plus que notre poids, ce sont nos habitudes de vie. Donc, est-ce qu'on fume? Est-ce qu'on dort bien? Est-ce qu'on gère bien notre stress? Aussi, comment on mange, comment on bouge. Mais ça, si on veut améliorer nos habitudes de vie, justement, c'est important de faire des petits changements qui vont pouvoir être maintenus pour toujours, parce que finalement, si on fait des grands changements drastiques qui sont abandonnés, on perd tous les bénéfices pour notre santé. Et pour que les changements soient maintenus pour toujours, il faut que ça soit plaisant, soit qu'on sente du bien-être, une motivation axée sur la santé, mais le poids, malheureusement, n'est pas toujours proportionnel à l'effort qu'on met à changer nos habitudes de vie. Et des fois, malgré les meilleurs changements d'habitudes de vie qu'on peut avoir, qui vont être très bénéfiques pour notre santé, on ne peut pas prédire combien de livres ou comment ça va se transposer finalement sur la balance. Donc, il faut essayer de se détacher de ça et de miser beaucoup plus sur trouver des activités physiques qu'on aime faire, essayer de cuisiner davantage et encore là, de ne pas viser la perfection, mais de viser quelque chose qu'on est capable de maintenir et qu'on a du plaisir à faire. Oui. Moi, ça me fait du bien, là, ce que vous venez de dire, Andréane, parce que moi, le poids santé, là, ça m'a toujours fatiguée. Mon poids santé, moi, si je le suivais, je serais comme un cure-dent. C'est pas dans ma morphologie. Je pourrais pas avoir le poids santé qu'on me donne lorsque je veux commencer un régime. Donc, alors, c'est intéressant d'entendre de dire que le poids, il y a pas, il y a une corrélation. Est-ce qu'il y a une corrélation avec poids et santé? Ce que vous dites, pas forcément. Pas forcément. Puis en fait, ce que vous parlez, le fameux poids santé, encore là, je mets des guillemets, mais c'est beaucoup associé à l'indice de masse corporelle, qui est le ratio entre le poids et la taille, qui est utilisé. C'est super intéressant quand on veut évaluer l'augmentation du poids moyen dans une population au fil des années ou comparer des pays entre eux. Mais à l'échelle individuelle, c'est vraiment un mauvais indicateur de l'état de santé parce que ça détermine, ça tient en aucun cas compte de nos habitudes de vie, justement, de notre génétique, des facteurs de risque familiaux, etc., de la distribution adipeuse aussi dans le corps qui influence beaucoup la santé, de la musculature. Donc, il y a une multitude de facteurs qui justifient le fait d'exclure cette mesure-là de l'évaluation de la santé. Et la santé, finalement, elle peut être à tous les poids. Et vous l'avez bien dit, la génétique influence. Donc, on ne peut pas avoir un poids basé sur un calcul alors que notre génétique, nos habitudes de vie sont très différentes d'une personne à l'autre. Donc, on parle plutôt du poids naturel, en fait, qui est le poids qu'on va maintenir quand on va avoir des habitudes de vie relativement équilibré, mais qu'on va être capable de maintenir aussi. Le poids naturel, c'est pas le poids qu'on maintient en allant au gym 5 fois par semaine, 3 heures, en mangeant rien. Ça, c'est pas notre poids naturel. C'est le poids qu'on va maintenir quand on va manger d'une certaine façon qui va nous convenir, qui va être favorable à notre santé, qu'on va bouger d'une certaine façon aussi. Et encore là, favorable à la santé, ça veut pas dire parfait, ça veut dire aussi intégrable dans notre vie et qui va pouvoir être maintenu à long terme. Oh, que ça me fait du bien, ce que j'entends là. Alors, oui, Charlotte, allez-y. Est-ce que je peux faire du pouce? Oui, tout Mais à vous fait. me dites, Oui, allez-y. on parle de poids santé, tu sais, comme si on magasinait un foulard qui pouvait aller à tout le monde. On s'entend que la biologie, le corps humain est tellement plus complexe que ça. Puis quand on parle de déterminants du poids de l'individu, il y aurait plusieurs centaines de gènes qui sont impliqués dans la détermination du poids d'une personne. Donc, c'est extrêmement complexe. Un poids peut être parfaitement santé pour une personne et sous-optimal pour une autre personne. Donc, c'est extrêmement variable. Puis, il y a des personnes qui sont en embonpoint, même en très grand embonpoint, qui vont avoir une excellente santé parce qu'elles ont une bonne hygiène de vie puis un bon patrimoine génétique. Il y a des personnes qui sont minces, mais qui n'ont pas une bonne santé pour les mêmes raisons. Et ce qu'on oublie souvent, il y a comme cette espèce de dictature de la santé, là, comme s'il fallait être en santé, puis c'est important d'être en santé, puis on a des comptes à rendre aux autres. Il y a le terme en anglais, je ne sais pas comment il se traduit en français, mais c'est le healthisme.
c'est un peu comme la police de la santé. Oui. Hein? Toi, t'es pas assez santé, tu bouges pas assez, puis ça devient vraiment comme un peu des petites polices qui nous tapent le bout des doigts. Mais on Mhm. s'entend que la santé, c'est un enjeu qui est extrêmement personnel. C'est à nous de déterminer quelle valeur on veut accorder à notre santé, quels sont nos objectifs de santé, puis qu'est-ce qu'on est prêt à déployer comme effort, comme investissement pour que notre santé en soit assez bonne à nos yeux. Mhm. Et que de plus important à garder en tête, hein, si on veut vraiment s'obstiner à être en santé, hein, puis que notre poids soit santé, c'est que le fait, hein, d'être aussi préoccupé par notre poids, le fait de stigmatiser le gras, les Mhm. personnes grosses, ce n'est pas santé pour Mhm. plusieurs raisons. Parce que ça, d'abord et avant tout, ça suscite un stress social important. Quand on se sent inadéquat, quand on se sent jugé, quand on sent qu'il y a des opportunités qui nous filent sous le nez, hein, depuis qu'on est jeune en raison de notre poids, c'est un stress social très élevé qu'on va comparer à d'autres types de discrimination comme le racisme, le sexisme, l'homophobie. Mhm. Donc, dans ce cas-là, est-ce que c'est plus santé, hein, de fournir énormément d'efforts, hein, pour changer qui on est parce qu'on se sent inadéquat, ou Ouais. c'est un peu plus santé de se sentir libre d'être tel qu'on est en prenant soin de soi comme on peut? Mhm. OK? Donc, quand on parle de santé, il y a la santé niveau cholestérol, puis il y a la santé aussi des impacts sociaux de ce que ça implique, hein, d'avoir le corps qu'on a dans cette société. Mhm. Ouais. Puis, on parle toujours de cette société-là avec ce qu'on nous montre, les chirurgies esthétiques, tout ça, et puis tout ce qu'on voit dans les médias sociaux aussi. Moi, j'avais vu un post d'une femme qui, dans la cinquantaine, puis qui a mis sa robe lorsqu'elle avait 20 ans, puis qui montre, je rentre encore dans ma robe quand j'avais 20 ans, et puis plein de likes, etc. Donc, tout ça, ça stimule aussi cette maladie, ben, ce poison qui empoisonne finalement. Hein. Lorsque je disais préalablement au début de l'émission, ça nous amène à ça. Nous allons poursuivre après. Vous écoutez Vivement les femmes avec Marjorie Théodore. Andréane Dufault-Bouchard, nutritionniste, et Charlotte Gamache, psychologue clinicienne, répondent à mes nombreuses questions sur l'apparence, le poids et l'image. Et puis, les questions fusent, mais on va avoir quand même assez de temps pour passer le message qu'on veut. Je voulais faire un petit clin d'œil à un article qui est paru dans Le Devoir, 24 janvier 2023, 21 jours pour changer. Donc, c'est 4 actrices atypiques qui étaient tannées d'avoir des rôles de la meilleure amie parce que, bon, elles font de l'embonpoint, etc. Alors, elles, ce qu'elles ont décidé, c'est de faire une production où elles vont avoir leur rôle, des rôles choisis. Donc, ça va être bientôt sur les ondes. Ça veut dire que c'est quand même quelque chose qu'on retrouve à tous les niveaux. Ce sont des actrices et elles sont dirigées vers des rôles tout le temps les mêmes finalement. Donc, alors, ce qui m'amène un peu à ce que je disais un petit peu avant la pause, ces médias sociaux, justement, l'image au niveau de la télé, on veut s'éloigner des médias sociaux. On dit, bon, ça, on va mieux se sentir, mais est-ce que c'est quelque chose faisable selon vous, mesdames? Mais je pense que des initiatives comme ça, c'est vraiment excellent parce que justement, il y a beaucoup de stéréotypes associés au poids aussi. Puis ça contribue beaucoup. Ça vient des préjugés et ça contribue à entretenir ces préjugés-là. Donc, de mettre des personnes de la diversité corporelle dans des rôles normaux, puis pas juste dans le rôle, comme vous dites, de la bonne amie ou de la personne gloutonne, Oui. c'est super important justement pour faire en sorte que on voit de plus en plus la diversité corporelle sur nos écrans, sur les plateformes. Donc, je pense que c'est vraiment une excellente initiative. Mm-hmm.
Dans les changements, Charlotte, je vous adresse aussi cette question. Dans les changements qu'on voudrait avoir, il y a aussi celui du vocabulaire. On en a juste parlé tout à l'heure. Donc, du vocabulaire, est-ce qu'il y a quelque chose comme message que vous pouvez passer dans des changements qu'on doit d'abord faire par les mots que nous utilisons? Oui, ben en fait, on a travaillé avec plusieurs personnes là, qui abordent le sujet de la grossophobie. On va avoir une campagne à cet effet-là aussi en septembre prochain, une nouvelle campagne qu'on lance sur la grossophobie, de sensibilisation en fait à ça. Mhm. Et il y a beaucoup de gens qui militent en faveur de se réapproprier l'utilisation du terme gros. Parce que gros, quand on dit une grosse maison, un gros salaire, j'ai eu un gros cadeau, c'est positif ce terme-là. Mais c'est quand il est accolé à personne grosse, ben là, c'est souvent associé, ou en tout cas l'image qu'on en a, c'est plus négatif. Mais dans le fond, ce qu'on voudrait, c'est vraiment se réapproprier ce terme-là, qu'il soit utilisé de façon non péjorative, non stigmatisante, et que ça redevienne ce que c'est finalement, c'est-à-dire un qualificatif descriptif. Parce que souvent, avec les mots, quand on parle, par exemple, d'obésité d'embonpoint, c'est un langage qui est beaucoup associé à l'indice de masse corporelle dont on parlait tout à l'heure. Oui. Ça va avec les catégories. Et ça, c'est associé dans ces catégories d'indice de masse corporelle-là à un certain niveau de risque de développer des problèmes de santé. Comme je vous disais, c'est pas un bon indicateur à l'échelle individuelle, mais ça reste qu'il y a souvent cette idée-là. Donc, c'est comme si d'utiliser le mot personne obèse ou personne en embonpoint, mais des fois, ça peut faire que automatiquement, c'est comme si on les associait à un niveau de risque, alors que, comme on l'a dit tantôt, il y a des personnes de tous les poids qui peuvent être à tous les niveaux de santé, donc des personnes grosses qui peuvent être en excellente santé, des personnes minces qui peuvent être en mauvaise santé. Donc, c'est comme si l'utilisation de ces termes-là associe ou médicalise automatiquement, le mot, alors que dans le fond, c'est le médecin qui peut juger de l'état de santé d'une personne en fonction de son profil génétique, de ses habitudes, de ses antécédents familiaux, etc., aussi peut-être de son poids, mais ça fait partie d'une multitude de facteurs. Donc, se réapproprier ce terme-là, je pense que c'est quelque chose qui est intéressant à l'échelle collective. Après ça, à l'échelle individuelle, c'est sûr qu'il y a des gens qui peuvent avoir été intimidés puis être mal à l'aise avec l'utilisation de ce terme-là. Puis dans ce contexte-là, ben c'est bien de le demander à la personne comment elle souhaite être décrite finalement. Et évidemment, ben, si on n'a pas besoin de nommer parce que c'est pas un critère qui fait partie des discussions, ben, le mieux, c'est juste de parler ou de voir ces gens-là sans avoir à qualifier rien du tout aussi. Oui. Et vous, Charlotte? Ben, pour ma part, j'aurais eu vraiment la même réponse qu'Andréane, hein, de l'idée de se réapproprier le terme gros. Et ça implique toutes sortes de situations. Hein. Si une amie nous dit, ah, je pense que j'ai pris du poids, je pense que je suis rendue grosse, peu importe. Hein, on va avoir tendance à dire, ben non, certainement pas, comme si fallait surtout pas le reconnaître ou nommer ce mot-là. Ah, ou regarde, maman, tu sais, je pense à mon enfant qui va pointer du doigt et qualifier la silhouette d'une personne grosse. Par exemple, on pourrait avoir tendance à dire, ben non, je ne peux pas dire ça. Alors que je pense que c'est important, ben, dans ce cas-là, quand c'est le cas de notre enfant, en premier lieu, à notre enfant qu'on ne décrit jamais, on ne parle jamais de l'apparence physique d'une personne parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que ça implique, mais de pas transmettre non plus à l'autre un malaise à l'utilisation de ce mot-là pour pas perpétuer le tabou ou une connotation négative autour de ce thème-là, de ce mot-là, de cette description-là, parce qu'il ne devrait pas y en avoir. Puis sinon, je pense qu'en fait, c'est pas une question de mots, mais chaque fois qu'on utilise le temps de parole pour décrire et parler de la pensée d'une personne, que ce soit en bien ou en mal, je pense que ça vaut la peine de prendre le temps de s'arrêter et se demander, bon, ben, est-ce que c'est la meilleure chose que je peux reconnaître de cette personne-là? Est-ce que c'est la meilleure manière que j'ai envie de m'adresser à elle, etc., etc., parce que, bon, ben, peut-être qu'on peut attirer notre attention sur d'autres aspects que l'apparence physique. Tout à fait. Voilà. Je pense, Charlotte, c'est vous qui avez parlé du transfert intergénérationnel en début d'émission, ce qui me vient à l'idée de dire, mais comment qu'on peut briser ce transfert intergénérationnel lorsqu'on a des filles, même des garçons, parce que la certification est aussi masculine. Donc, comment on peut briser là ce cycle-là? Oui. Puis, tu sais, c'est important d'en parler, Marjorie, parce que c'est une préoccupation que beaucoup de mamans ont. J'ai souvent des jeunes mamans, soit enceintes, soit avec un petit bébé, qui vont demander un suivi justement parce qu'elles ont tellement peur, souvent, que ce soit leur petite fille qui vivent la même souffrance qu'elles, mais ça peut être des petits garçons aussi, vous avez bien raison. Souvent, l'espèce de réflexe qu'on va avoir pour compenser, pour s'assurer que la relation soit positive au corps de notre enfant, c'est de complimenter l'apparence physique de notre enfant. T'es belle, regarde comment t'es belle, t'es coquette, t'as des beaux yeux, etc., etc. Oui. Donc,
sans le savoir, on est en train de transmettre à notre enfant et de lui démontrer que son apparence physique est une partie importante d'elle et une des parties d'elle qu'on apprécie le plus. Oui. Hein? Donc, ce qu'on veut surtout faire pour aider notre enfant à développer une relation positive avec son corps, c'est de parler très peu finalement de son apparence physique, hein, parce que c'est pas ce qu'elle a de plus beau à offrir et à partager avec les autres, et vraiment aider notre enfant à voir toutes les belles qualités qui l'habitent, hein, aider notre enfant à se connaître elle, qui elle est et pas ce Oui. dont elle a l'air. Parallèlement à ça, écoute, il y aurait une liste de choses, mais aussi amener notre enfant à s'intéresser sincèrement à son corps, s'émerveiller de ce que son corps est capable de faire, hein, comment, waouh, ton bobo est guéri vite, c'est extraordinaire, waouh, tu sautes haut, etc., etc. Aussi encourager son enfant à prendre soin de son corps, s'intéresser à son corps, avoir envie d'en prendre soin. Hein, c'est vraiment les bases d'une relation positive. Puis après, ben tranquillement, notre enfant aura plein d'occasions hein, d'évaluer son apparence physique puis de se soucier de son apparence physique dans d'autres contextes, mais on essaie que ce soit pas présent à la maison. Oui. Allez-y, Andréane. J'aurais bien envie de réagir à ça aussi, de compléter. On a beaucoup de choses à dire, Charlotte et moi, sur cette question-là. Je pense que comme pour l'enfant aussi, comme parent aussi, c'est important de prendre conscience justement de la relation qu'on entretient avec notre corps, avec la nourriture et des messages qu'on peut transmettre aussi sans le vouloir. Comme par exemple, si on essaie des vêtements puis on dit « Oh, maman, elle est grosse là-dedans, ça me fait pas bien ces vêtements-là » ou qu'on mange différemment parce que tel aliment, c'est engraissant. Bien encore là, sans vraiment faire un commentaire directement à notre enfant, bien il nous observe. Puis là, il enregistre que le poids, c'est important ou que tel aliment, ça peut être dangereux, il ne faut pas le manger parce que je peux engraisser. Donc, il faut apprendre nous-mêmes aussi comme adultes à essayer que notre valeur comme personne repose sur différents piliers, dans le fond, un peu comme des pattes de table. Il ne faut pas que ça soit juste l'apparence qui soutienne notre estime ou notre valeur comme personne. Il faut que ça soit aussi ce qu'on est dans notre personnalité, comment on s'accomplit au travail, nos amis, nos loisirs. Donc, je pense que c'est difficile dans la société actuelle où il y a tellement de pression puis d'accent mis sur l'apparence d'être complètement libéré de cette pression-là. Mais plus on va avoir d'autres piliers solides, bien plus on va être un peu plus imperméable finalement à ça et plus la valeur qu'on s'accorde comme personne va être balancée finalement sur plusieurs facteurs. Ouais. Toujours accompagnée d'Andréane Dufour-Bouchard, nutritionniste, et Charlotte Gamache, psychologue clinicienne. J'aimerais maintenant qu'on parle du regard de l'autre. Je vais vous lire un extrait de la pièce de théâtre 5 à 7 de Fanny Britz. Alors, il y a un beau petit passage sur le regard qu'on fait du corps de l'autre et de notre corps, alors qu'il dit comme suit. Si on ne mettait pas autant d'énergie et de temps à focusser sur son propre corps et sur l'apparence de celui des autres, ça se passerait très bien. Même que si j'étais toute seule sur une île déserte, je pense que sans miroir, je pourrais me trouver assez cute. Donc, comment se défaire du regard de l'autre et nous-mêmes aussi cesser de poser notre regard sur le corps de l'autre? Parce que en critiquant notre propre corps, dans notre regard, on critique aussi celui de l'autre. Avez-vous une réponse là-dessus, Charlotte? Oui, absolument. Puis c'est fou parce que le parallèle avec l'île déserte, on l'entend tellement souvent. Je suis sûre que de ton côté aussi, Andrea, non? Puis tu l'as entendu souvent. Oui, le regard de l'autre pèse beaucoup dans les préoccupations corporelles. Ça revient quand même à ce qu'on s'est déjà dit hein, dans les questions précédentes, à savoir que plus on se connaît, plus on apprécie la personne qu'on est, moins on sent le besoin de compenser en corrigeant ou en rehaussant notre apparence physique. Oui. Hein, donc, la meilleure manière de se détacher de ce regard-là, c'est vraiment de bien se connaître. Il y a aussi cet effet-là, plus on se connaît, parce que pour s'aimer, il faut se connaître. Plus on se connaît, plus on s'aime. Moi, on va être dépendant aussi de l'approbation des autres.
Oui. Hein? Moins on va chercher l'approbation de l'autre pour valider qu'on est une bonne personne, qu'on est intéressante, etc. Donc, ça passe beaucoup par la confiance en soi, qui est une confiance en soi qui soit basée sur des bonnes fondations et qui ne soit pas puisée à travers le regard de l'autre. Mhm. Donc, je te dirais que c'est ça surtout. Oui. Merci, Charlotte. Et Andréane, vous avez une suite là-dessus? Oui, Oui. ben je pense encore, Charlotte avait commencé à l'aborder tantôt, mais plus on va miser sur ce que notre corps nous permet d'accomplir, Mhm. sur la façon dont on se sent à l'intérieur, plutôt que toujours l'image qui projette, ben plus on va réussir, je pense, à se détacher un petit peu. C'est sûr que selon nos traits de personnalité aussi, des fois, on a plus tendance à se comparer aussi, Oui. ou moins tendance selon comment on est. Donc, d'essayer de prendre conscience de ça aussi, puis de se ramener à... Des fois, on se compare, puis on pense que c'est plus vert dans la cour du voisin, mais finalement, il y a beaucoup d'éléments qu'on connaît pas non plus. Peut-être que la personne se sent pas aussi bien que ce qu'on pense, même si elle est mince, ou se sent peut-être pas aussi bien dans sa peau malgré tout. Et je pense aussi que on parle beaucoup là, de valorisation de la diversité corporelle, de s'accepter, Oui. mais il y a un mouvement, je pense que Charlotte va être en accord avec moi, qui est un mouvement de neutralité corporelle. Donc, c'est sûr que ultimement, le but, ou en tout cas sur le plus loin du continuum, je dis pas le but, mais sur le plus loin du continuum, on a s'accepter, s'aimer, aimer notre corps, mais tout le monde n'a pas à se rendre là nécessairement. Des fois, pour certaines personnes, juste d'arrêter de détester son corps ou juste d'être capable de respecter son corps, ses besoins, de reconnaître ce qui permet d'accomplir, mais sans nécessairement l'apprécier parfaitement ou en apprécier toutes les parties, ça peut être un objectif tout à fait atteignable. Donc, selon le niveau de souffrance qu'on a aussi par rapport à notre corps, bien, on peut viser un objectif qui est plus ou moins loin sur cette espèce de continuum-là. Et finalement, la neutralité corporelle est une proposition pour plusieurs personnes, dans le fond, d'essayer vraiment, comme je disais, de vraiment vivre notre vie, prendre soin de notre corps pour finalement être capable de faire les choses qu'on a envie, que ce soit de voyager, de faire des activités qu'on aime. Donc, de voir ça comme ça, de nourrir notre corps parce qu'on veut le garder en forme pour faire les activités qu'on a à faire, qu'on aime faire, lui donner de l'énergie. Donc, c'est comme si ça amène une autre manière de voir le corps et la façon de manger et de bouger, qui n'est pas juste axée sur être obligé de s'aimer ou en prendre soin dans sa santé, mais plus vivre notre vie avec le corps qu'on a finalement, parce que c'est comme un peu notre maison. Tout à fait. Charlotte, vous avez développé, je crois, ce qu'on appelle de l'auto-compassion, qui est aussi de l'acceptation. Donc, j'aimerais ça vous entendre là-dessus. Oui, j'aimerais vraiment dire que je l'ai développé, mais absolument pas. Ah non, malheureusement, ça a été développé. En fait, c'est inspiré du bouddhisme et ça a été vraiment utilisé puis cultivé dans un milieu clinique. Aux États-Unis, il y a peut-être 25 ans à peu près. C'est Chris Germer et Kristen Neff qui sont les pionniers. C'est une approche merveilleuse. Je pense que mon quotidien serait très différent si c'était moi derrière cette initiative. Mais l'autocompassion, c'est hyper intéressant, en fait. On a tous besoin d'autocompassion, puis pas juste pour se sentir mieux avec son corps, mais pour se sentir mieux avec soi-même de manière générale. L'autocompassion, c'est une manière de connecter avec soi. On a tendance à être dur, critique, exigeant envers soi-même, puis on va réserver de la douceur, de la compréhension, de la compassion pour les autres. Notre ami a une mauvaise nouvelle, s'est fait laisser par son conjoint, a perdu son emploi, qu'on est triste pour elle, puis on est là pour prendre soin d'elle, lui remonter le moral. Nous, quand on est confronté à des échecs, on perd notre emploi, notre chum en a trouvé une autre, ben là, on va se remettre en question. On va dire, c'est ma faute, je suis pas assez ci, je suis pas assez ça. Donc, avec l'autocompassion, on apprend à s'accueillir et à se traiter avec la même gentillesse, avec la même douceur, avec la même compréhension. Pas juste quand ça va bien, mais aussi quand on n'est pas au sommet de notre forme, aussi quand on est confronté à des échecs. OK? Et ça, c'est une clé extraordinaire parce que on ne va jamais réussir à être parfaite à nos yeux, on ne va jamais réussir à avoir ce corps, cette carrière et cette vie qu'on nous fait miroiter comme étant idéal. Et on a besoin de cette douceur-là, on a besoin de ce petit coup de pouce-là pour apprendre à s'aimer soi, avec nos difficultés, avec nos limites, avec nos défauts. C'est vraiment ça, l'autocompassion. Oui, merci. Je vous entends parler toutes les deux, puis vous êtes vraiment comme dans cette mission-là d'aider d'autres femmes à atteindre justement à atteindre, d'aimer leur corps finalement. Donc, j'aimerais ça vous poser la question, vous, par rapport à votre image corporelle, quelle a été votre relation?
Alors, Andréane. Ben moi, je pense que j'ai eu la chance de vivre dans une famille où j'avais des bons modèles autour de moi qui me valorisaient pour tout ce que je pouvais faire avec mon corps aussi. La période d'adolescence aussi, c'est une période où le corps change, pas toujours de la manière qui correspond aux standards de beauté aussi. Donc, ça aussi, tu sais, on a abordé ces sujets-là ensemble. Après, ben mon intérêt pour l'image corporelle est beaucoup venu dans mes études en nutrition. Oui. Je me sentais moins interpellée par tout ce qui était la nutrition plus pure, là, les vitamines ou les choses comme ça, ou les aspects plus cliniques. Mais j'ai comme eu une révélation à un moment donné quand dans un cours, il y a quelqu'un qui est venu aborder la question de l'image corporelle parce que pour moi, c'était tellement important. Puis on dirait que j'avais jamais tant réfléchi à ça, mais c'est comme si ça fait le pont entre ce qu'on mange, comment on se sent dans notre corps. C'est intimement relié aussi. Donc, toute la relation avec le corps, la nourriture, c'est là que j'ai eu vraiment la piqûre pour ça. Et de voir tout le monde autour de moi, l'entourage des proches, des amis qui sont préoccupés par leur poids, on dirait que ça m'a beaucoup interpellée puis ça m'a donné envie de porter ce message-là. Et finalement, c'est ça qui me motive au quotidien, d'avoir l'impression que dans ce qu'on développe chez Équilibre, on aide les gens à faire un petit pas, peut-être pas pour être parfaitement à l'aise, mais pour avoir un petit déclic sur quelque chose. Et on a toujours aussi beaucoup cette intention-là d'être bienveillant parce que même si on le sait que les diètes, ça fonctionne pas, ou même si on essaie de travailler la relation avec notre nourriture, ben c'est pas toujours facile, puis souvent les règles reviennent au galop et tout ça. Donc, j'aime beaucoup l'idée de l'autocompassion et de la bienveillance là, pour finalement être plus doux envers nous, puis accepter que finalement, ça se peut qu'on rechute, ça se peut qu'on ait envie de suivre une diète, mais c'est correct aussi, c'est difficile dans la société où on est de pas être tenté par ça parce que l'attrait de la minceur est tellement fort, mais c'est beaucoup, là, c'est ça qui me motive au quotidien puis qui a un peu, qui m'a un peu tracé mon parcours, là, finalement, professionnel. Ben merci. Charlotte, et vous, votre relation avec l'image de votre propre corps? Ben, pour ma part, c'est très différent du parcours d'Audrey-Anne parce que de mon côté, ça a été une relation compliquée et souffrante en fait. J'ai grandi dans un milieu familial et je dirais plutôt même une communauté où l'apparence physique, la minceur, la beauté étaient extrêmement valorisées. Et là, comble du malheur, j'étais pas un bel enfant. Puis je l'ai compris très jeune que ben, ma sœur, c'était la belle. Oui. Ma maman, apparemment, c'est une bombe. Et puis, il y avait moi, le vilain petit canard. Et longtemps, ça ne m'a pas dérangée parce que ben moi, j'avais d'autres intérêts, ça m'intéressait pas, etc. Mais bon, hein, tranquillement, la puberté arrive, l'adolescence, puis on comprend que ben pour correspondre aux attentes extérieures, ben c'est important d'être belle, puis c'est important d'investir notre apparence physique. À ce moment-là dans ma vie, ça a commencé à se compliquer, ça a commencé à être extrêmement souffrant pour moi. Et je pense que si c'était pas de cette expérience-là que j'ai eue moi avec mon corps, si c'était pas de la souffrance que j'ai vue autour des femmes, auprès des femmes qui m'entouraient, je voyais comment ça les tirait vers le bas, comment ça faisait dévier leur attention de tout ce qui avait de beau autour d'elles et en elles vers ces kilos qu'elle trouvait en trop, j'aurais pas la carrière que j'ai actuellement, j'aurais pas cette mission-là. Mais le fait de voir l'intensité de la souffrance que ça peut générer, de voir à quel point c'est pas un caillou ou un petit embêtement dans notre quotidien, mais ça peut vraiment, comment dire, ça peut vraiment gâcher, pourrir la vie, toutes les sphères de la vie, la relation à notre partenaire amoureux, la confiance qu'on a dans notre carrière, nos amitiés, notre réticence à rencontrer des nouvelles personnes ou saisir des opportunités. C'est tellement partout, ça me tire tellement vers le bas que comme cet élan-là, de dire, ben stop, peut-être que ça fait assez longtemps que nous, les femmes, on se freine et on se laisse freiner pour des enjeux finalement qui ne devraient pas être sur notre chemin comme ça. Oui. Donc, merci pour le partage. Toujours au micro avec Andréane Dufour-Bouchard, nutritionniste, et Charlotte Gamache, psychologue clinicienne. J'aimerais vous poser cette question. On parle de l'image corporelle, on parle du fait que c'est le poids qui est beaucoup plus difficile à accepter. Est-ce que si on parle de
différentes cultures? C'est-à-dire, est-ce que cette insatisfaction corporelle se retrouve aussi dans les cultures où les rondeurs sont bien vues? Est-ce que cette insatisfaction corporelle est aussi présente? C'est une bonne question, c'est très intéressant. Puis, ce qu'on observe, c'est qu'il y a certaines communautés, il y a certains groupes culturels qui vont avoir un rapport au corps et des standards de beauté différents, notamment pour ce qui est de la communauté afro-américaine Oui. ou africaine, hein, où les rondeurs sont beaucoup plus appréciées. Ce qui est dommage, c'est que on observe depuis quelque temps que nos standards de beauté blancs sont en Oui. train de polluer les vôtres, finalement. Oui, Hein? Donc, je tout vous à vois fait. hocher, peut-être Oui, que oui, vous oui, le tout à fait. ressentez. Non, non, je voulais Ouais. vraiment poser cette question parce que je pense que vous étiez les deux meilleurs pour en discuter. Oui, en effet, on voit l'effet inverse dans l'appropriation de notre propre corps. Moi, je suis noire d'origine haïtienne. Donc, on voit aussi qu'à un moment donné, les rondeurs qui étaient appréciées, ben, on finit comme femme à vouloir être beaucoup plus maigre. Mais on a parlé de morphologie tout à l'heure. La morphologie que j'ai, comment je vais dire, génétiquement, je ne peux pas être très, très, très mince. Alors, c'est ce qui est dommage, ce qui fait aussi que il vient aussi avoir une insatisfaction corporelle parce qu'on veut suivre les critères de beauté que la majorité nous présente. Mhm. Tout à fait. Et puis après, on se retrouve avec une représentation tellement pauvre de la beauté. Hein. Maintenant, il y a une taille, une silhouette, une couleur de peau, Oui, une forme de nez, une taille de lèvres, hein, qui est associée à la beauté. Hein, alors que il devrait y avoir toutes sortes de beauté, hein, toutes oui. sortes de corps féminins. Donc, c'est tellement appauvri qu'il y a plus grand monde qui se retrouve, hein, dans cette définition-là de la beauté. Ouais, voilà, tout à fait. Puis même au niveau culturel, j'aurais le goût de Mhm. rajouter que des fois, il y a des gens qui sont qui ont de la pression de la culture d'origine, mais aussi de la culture blanche traditionnelle mince, là, dont Charlotte Oui. parlait aussi. Donc, c'est comme s'il y en a des fois aussi qui se situent comme un peu entre les deux, puis Mhm. qui ont une double pression finalement. Donc, ça peut effectivement être doublement Exactement, difficile, là. exactement. Et comme il y a plusieurs composantes, donc l'insatisfaction corporelle, elle est à bien des niveaux, quoi. On arrive à la fin, mais j'aimerais qu'on parle, on a parlé rapidement de la grossophobie. Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau des écoles, Andréane? Ben, je pense que c'est important au niveau des écoles, mais je dirais même au niveau des garderies. Ça commence très, très tôt, l'insatisfaction corporelle. Dès l'âge de Oui. 4 ans, les enfants peuvent commencer à se comparer, à ressentir certaines insatisfactions plus ou moins concrètes. Donc, on peut se former, je dirais, comme intervenant, que ce soit en petite enfance ou dans les écoles, se former soi-même pour s'assurer de transmettre des messages qui vont pas venir de préjugés qu'on transmet finalement sans le vouloir, parce que je suis convaincue que chaque professeur, chaque intervenant veut faire de son mieux pour favoriser la santé des enfants. Mhm. Mais des fois, comme les parents, finalement, on a intégré des messages nous-mêmes de la culture des diètes où on est nous-mêmes préoccupés et on peut transmettre certains messages. Mhm. On a aussi des ateliers chez Équilibre qu'on développe pour les écoles. Finalement, ça s'appelle le programme Bien dans sa tête, bien dans sa peau, pour les écoles primaires, pour les écoles secondaires. C'est des ateliers gratuits qui sont disponibles sur notre site web pour parler d'image corporelle avec les jeunes. Donc, quand les enfants sont très petits, l'important, c'est de leur apprendre justement à reconnaître leurs valeurs. On n'est pas là pour leur parler des régimes ou ces choses-là, mais vraiment mettre les bases solides. Donc, ma valeur comme personne ne repose pas juste sur mon apparence. J'ai du plaisir à manger une variété d'aliments. Je bouge parce que ça me fait du bien. Au secondaire, ben là, quand la puberté arrive aussi, on peut aborder ça, les changements de la puberté, normaliser tout ça. C'est normal que le corps change. C'est normal d'avoir des courbes. Mhm. C'est normal d'en parler. C'est normal de plus trop savoir des fois à qui on doit s'identifier. D'aborder aussi avec les ados toute l'influence des réseaux sociaux et leur apprendre à les utiliser de façon intelligente, entre guillemets. Il ne faut pas essayer de les éviter ou de les démoniser, mais plus avoir une utilisation judicieuse. Mais merci, il y a tellement d'autres questions, mais on arrive à la fin. Mais ce que je veux quand même donner comme message, ben, c'est sûr que accepter son corps peut redonner liberté et confiance. Donc, d'aller voir le site Internet d'Équilibre, hein, c'est équilibre.com, c'est ça? Équilibre.ca. .ca, voilà.
voilà. Et Charlotte Gamache, la plateforme Meilleur Jour, avec un S et jour aussi. Donc, voilà, ben, je rappelle que mes deux invités formidables sont Andréane Dufour-Bouchard, nutritionniste et chef de projet pour Équilibre, et Charlotte Gamache, psychologue clinicienne et récipiendaire du prix Équilibre grâce à sa plateforme Meilleur Jour. Donc, mesdames, merci à toutes les deux d'avoir accepté notre invitation puis d'avoir suscité notre réflexion sur ce sujet. Et je pourrais encore vous réinviter parce que il y a d'autres choses à discuter. Alors, merci à vous. Merci. Merci à toute mon équipe aussi. Mathieu Tessier à la mise en onde, Lynn Roy à la recherche, Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion technique. Alors, ici Marjorie Théodore qui vous donne rendez-vous la semaine prochaine.